Un point par Laurence sur ERN pour Orchide, quelque chose qui a occupé beaucoup quelques centres de la filière et qui va sans doute les occuper pas mal. Merci. Je ne sais pas si je vais vous donner beaucoup d'informations nouvelles. Donc, comme c'est souvent le cas dans le domaine des maladies rares, je crois que l'impulsion initiale, on entendra peut-être, de toute façon on va entendre après M. Renaud, mais était venue plutôt des associations de patients. Puis il y a eu au sein de la commission un certain nombre de groupes de travail, et il y a eu en 2011, si j'ai bien compris, une directive de la Commission européenne sur les droits des patients étrangers dans l'Union européenne, qui a déclenché un espèce de chronomètre pour des raisons réglementaires qui faisait qu'en 2016, il fallait que les dossiers soient bouclés. Il y a eu un certain nombre de réunions qu'on ignorait, enfin pour beaucoup d'entre nous ignorions, et puis donc il y a eu cet appel d'offres qui est sorti pendant le printemps, avec donc un appel d'offres pour constituer des réseaux européens sur les maladies rares, avec l'idée, donc l'objectif d'améliorer la prise en charge très spécialisée des patients atteints de maladies rares ou de maladies complexes, avec une approche pluridisciplinaire. L'idée de connaissances souvent minces, d'un besoin de formation important, de la complexité du coût de ces pathologies et de l'efficience avec une valeur ajoutée européenne. Donc les prérequis, c'était des projets qui devaient être centrés vraiment sur l'aspect clinique et prise en charge des patients. Il fallait avoir, pour constituer un réseau, être au moins 10 membres provenant d'au moins 8 pays, une évaluation par une partie indépendante, répondre à un certain nombre de critères et avoir l'approbation des autorités de tutelle nationales pour chaque candidat. Donc les grands items du dossier, c'était l'expertise pour faire le diagnostic et prendre en charge les patients, avoir des preuves sur le plan des résultats, une approche multidisciplinaire, produire des guidelines, des guides de bonne pratique, ce qui est sûrement quelque chose qui restera important sur le projet à venir, qui n'est pas très très clair dans mon esprit. D'avoir des mesures et de pouvoir évaluer les résultats et l'effet des mesures prises. Il y a tout un aspect aussi recherche, enseignement et la collaboration avec d'autres centres d'expertise. On est, comme on disait tout à l'heure, à l'échelon européen, un petit peu calé sur les mêmes items que ceux qui sont déclinés régulièrement au sein de la filière et au sein des centres de référence. Je ne vais pas rentrer dans tous les... c'est un petit peu reprendre un peu la même chose. Je pense que tout le monde a faim et je vais laisser un peu de temps à M. Renaud. Il y a une vingtaine de thématiques qui étaient proposées dans le cadre desquelles on pouvait appliquer. Et il y a eu en fait une première réunion en janvier à l'initiative de Franz Schaeffer à Heidelberg. J'ai mis ici les noms des personnes dont je me souviens qu'elles aient participé. J'en ai sans doute oublié. En fait, cette liste de personnes est quasiment calquée sur le projet Eurenomics, qui est un projet de recherche européen également dirigé par Franz Schaeffer. Daniel Renaud était également présent pendant cette réunion au nom de la FEDERG. Il y avait d'autres représentants des associations de patients dans d'autres pays. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment essayé d'insister sur le fait qu'on avait déjà un réseau en France en place et qu'on n'avait pas envie de défaire ce qui avait été fait au fil des années en France. Et on pensait que ce n'était pas adéquat de candidater service hospitalier par service hospitalier. Je crois que Franz Schaeffer a essayé de travailler dans ce sens-là auprès de l'Union, mais sans grand succès. Alors, pourquoi participer
pour quel projet, et puis surtout avec quels moyens. Et c'était moyennement engageant tout de même, puisqu'il y avait a priori de l'argent uniquement pour le groupe coordonnateur. Donc le coordonnateur, vous avez compris, c'est Franz Schaeffer, mais aucun financement prévu actuellement pour les autres groupes participants à un réseau. Alors comme d'habitude, il faut se poser la question non seulement de pourquoi participer, mais également qu'est-ce qu'on risque à ne pas participer. Donc il y a eu un moment des rumeurs, je ne sais pas ce qu'il en est, sur le fait que les financements de recherche européens qui sont importants, hein, qui sont importants pour les laboratoires de recherche, ne seraient plus, les équipes de recherche ne pourraient plus candidater pour des financements européens s'ils n'étaient pas adossés à un ERN. Je ne sais pas si c'est vrai, si ça sera vrai ou pas. Et je ne sais pas quelles autres mesures de coercition on peut imaginer. Donc la candidature qui a été menée et coordonnée par Franz Schaeffer comporte 38 centres. Donc le centre coordonnateur à Heidelberg, il y a 12 pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hollande, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Lituanie. En France, alors les instructions du ministère ont changé alors que l'appel d'offres avait déjà été lancé depuis un certain temps. Donc initialement, le ministère avait dit que seuls les centres coordonnateurs des centres de référence pouvaient candidater. Et puis finalement, ils ont dit que tous les centres constitutifs des centres de référence pouvaient candidater. Et donc en France, il y a eu Henri Mondor, Lyon, Necker, Thonon et Toulouse qui ont fait candidature. Donc de cette très belle idée de rassembler les meilleurs spécialistes pour mettre à mal les maladies rares en rassemblant nos idées et nos ressources, et finalement a abouti à la création d'un dossier qui était une véritable usine à gaz, mais vraiment, hein, c'était bon, un dossier très, très lourd. Il y avait le dossier lui-même, mais il y avait surtout une auto-évaluation sur laquelle on nous demandait de répondre à un certain nombre d'items concernant la prise en charge des patients et les droits des patients, les compétences, les critères d'évaluation, l'organisation, la business continuity, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez plus d'électricité, s'il y a une attaque... enfin bon, beaucoup d'items qui relevaient vraiment plus de l'accréditation d'un service hospitalier ou d'un hôpital que toujours de prise en charge des patients. Il y avait un certain nombre de choses sur la recherche, l'enseignement, les systèmes d'information et la e-médecine, la qualité, la sécurité, les ressources humaines, aussi bien en matière de personnel médical qu'en matière de personnel paramédical, et l'organisation donc de la prise en charge. Sur l'auto-évaluation, on devait se donner des scores. Et on devait, pour beaucoup d'items, fournir des éléments de preuve. Et donc les scores, c'était 2 si c'était OK, 1 si c'était pas OK, mais on avait lancé une action dans le sens de ce qui était demandé, et 0 s'il n'y avait pas d'action. Et on avait droit à aucun 0, un nombre limité de 1, et il fallait avoir 2 sur tous les critères qu'ils appelaient les core criteria, donc les critères importants. Je ne vais pas reciter tout ça parce que j'avais mis quelques exemples. Par exemple, il fallait dans les centres avoir dans toutes les langues en Europe et pour tous les niveaux d'éducation de tous les patients, tous les documents. Et il y a un certain nombre d'items sur lesquels très clairement on n'était pas, enfin nous on n'était pas au point. En tout cas, vous l'êtes sûrement, mais sur le plan des ressources humaines également, il y avait beaucoup de choses difficiles pour lesquelles il était difficile de répondre d'eux. Sans grande surprise, en fait, il y a eu un rapport préliminaire d'évaluation. Alors en fait, sur les 38 centres, il y en a 8 qui ont été audités, 2 sur place et 6 uniquement sur des documents. Et ils ont demandé des documents complémentaires qu'il fallait mettre sur une
grosse plateforme, enfin je ne vais pas vous faire pleurer, mais c'était une très grosse plateforme. Et finalement, sur les 8 centres audités, il y en a 4, dont le nôtre, qui a eu un preliminary assessment négatif. Et puis finalement, sans qu'on ait produit aucun document complémentaire, sans qu'il y ait eu autre chose, ils ont... c'est l'homogénéisation des dossiers et des différents évaluateurs, et le definitive assessment est revenu positif pour l'ensemble du réseau. Actuellement, comme le disait Madame Chevrier, il y a je crois qu'il y a 22 ERN qui ont été approuvés. Il y a un meeting de départ qui est à Heidelberg les 22 et 23 mai. Le projet, il reste largement à définir, mais je pense qu'effectivement, la production de guidelines, c'est quelque chose qui peut-être être discuté, notamment par rapport au PNDS, etc., dans le cadre de la filière. De même, pour les bases de données, c'est peut-être quelque chose qui peut également nous aider. Bien sûr, le travail avec les associations de patients, et je pense que M. Renaud redira un mot, les outils de communication. Il y a beaucoup de choses à faire sans doute pour évaluer nos pratiques, même quand on a déjà mis en place beaucoup de procédures. Et puis, ce que je ne sais pas tout à fait, parce que ça, là encore, ça a changé, on nous a dit oui, non. Je pense qu'il y aura d'autres appels d'offres. Et que d'autres équipes peuvent rejoindre les ERN. Et initialement, ils avaient dit c'est cette année ou après, ça sera dans longtemps. Puis après, ils ont dit il y aura des appels d'offres tous les ans. Et donc, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Je peux vous envoyer mon self-assessment quand vous voulez. C'est tout. Merci pour votre attention.